Le cœur du jeune homme se mit à battre lourdement, et il ne put s'empêcher de précipiter ses pas. Il n'osait même songer à attirer sur sa personne l'attention de la dame dont les pieds effleuraient à peine le sol devant lui, et il pouvait d'autant moins admettre la noire pensée qu'avait tenté de lui suggérer le lieutenant Pirogov. Il désirait seulement voir la maison qu'habitait la délicieuse créature qui lui paraissait être descendue directement du ciel sur le trottoir de la perspective Nevski et qui allait certainement prendre de nouveau son vol. Il se mit à courir si vite qu'il bouscula à plusieurs reprises des messieurs importants à favoris cris. Plein d'un trouble mystérieux, il se hâtait derrière la jeune femme, dont les traits l'avaient frappé tout en s'étonnant lui-même de sa propre audace. Soudain, l'inconnu qui ravissait ses yeux, ses pensées, ses sentiments, tourna la tête de son côté et lui lança un bref regard. Ce regard était sévère. Ce visage reflétait la colère soulevée par cette poursuite insolente. Mais sur ce divin visage, l'expression de la colère même acquérait un charme particulier. Frappé de confusion et de crainte, Piskariov s'arrêta, baissa les yeux. Mais les battements de son cœur, une force irrésistible et le trouble de toutes ses sensations le projetaient en avant. Il ne sentit même pas la balustrade du perron qui opposa à son élan le choc de ses barreaux de fer. Il vit seulement que l'inconnu montait rapidement l'escalier, se retournait, mettait un doigt sur ses lèvres et lui faisait signe de la suivre. Ses genoux tremblèrent, ses sensations, ses pensées s'illuminèrent soudain. Une joie aiguë, pareille au trait de la foudre, transperça douloureusement son cœur. Non, ce n'est pas un rêve, mon Dieu. Quelle joie, quelle vie radieuse en un instant. Mais tout cela n'est-il pas un songe? Se pouvait-il que cette femme, pour un regard céleste de laquelle il était prêt à donner sa vie, et dont connaître la demeure lui paraissait un bonheur inouï, se pouvait-il qu'elle fût si bienveillante pour lui et lui accordât une telle faveur? Vous écoutez un extrait de l'émission Nouvelles de Russie diffusée le 18 septembre 1986 sur France Culture. Vous écoutez donc France Culture, il est 10h23. Vous êtes sur les chemins de la philosophie au cœur d'une semaine sur la philosophie du nez. On a reçu Chantal Jacquet lundi dernier qui nous parlait d'une philosophie de l'odorat encore à venir et elle y contribue fortement dans chacun de ses ouvrages. Hier, nous parlions de Baudelaire en compagnie d'André Guyot. Baudelaire et les parfums exotiques qui fait de l'odorat non seulement l'élément essentiel de sa création poétique, mais aussi un formidable vecteur du souvenir, et aussi ce qui nous rappelle à notre condition mortelle, les deux sont très présents. Et aujourd'hui, eh bien, c'est du nez de Gogol que nous parlons. J'aurais aimé en parler en compagnie d'André Markovitch, qui a traduit cette nouvelle, ainsi que toutes les nouvelles de la perspective Nevski de Gogol, enfin les nouvelles de Pétersbourg, mais André Markovitch n'est pas en studio avec nous aujourd'hui, peut-être va-t-il arriver. En tout cas, en attendant, je vous donne à entendre des extraits non seulement du texte lui-même, mais aussi donc des autres nouvelles. Je l'ai dit, la thèse d'André Markovitch, c'est de dire que chez Gogol, il y a tout un mouvement autour du rien, que l'absence du nez, dans la nouvelle Le nez de Gogol, qui, je vous le rappelle, est donc ce narrateur, ce personnage qui se réveille un matin et qui trouve son nez dans un morceau de pain, mais plus au milieu de sa figure, eh bien cette absence de nez, c'est une des modalités qu'a le rien pour s'exprimer, le rien, l'inconsistance, le vide. Mais sachez que il n'est pas anodin que Gogol ait pris le nez comme sujet de sa nouvelle. Pourquoi avoir choisi cet organe parmi tant d'autres? Gogol avait, paraît-il, un odorat extrêmement développé et lui-même un nez plutôt proéminent au milieu de la figure, un nez quasiment autonome. Voici ce qu'il écrit à son ancienne élève Marie Malabine en avril 1838 à propos de l'air qu'il respire à Rome. « Quel air !» écrit-il. « On renifle un grand coup et il semble que 700 anges au moins vous entrent en volant dans les narines. Je vous assure que parfois, il vous vient une envie irrésistible de vous transformer en un seul nez, de façon qu'il n'y ait ni yeux, ni bras, ni jambes, rien qu'un énorme nez aux narines vastes comme des seaux, afin d'aspirer les effluves parfumés du printemps. » Et puis, on peut également lire le préambule de Pouchkine à propos du nez, qu'on trouve dans Le Contemporain. Il écrit ceci: « Gogol s'est longtemps refusé à faire imprimer cette pochade. Mais nous y avons trouvé tant d'inattendu, de fantastique, de gai et d'original que nous l'avons persuadé de nous laisser partager avec le public le plaisir que nous a procuré son manuscrit. » Alors le personnage de Kolaviev qui perd son nez est-il une mise en abîme de Gogol lui-même? Un sujet, disons, fantastique qui prête à sourire? Ou bien plus? C'est la thèse d'André Markovitch qui n'est pas là malheureusement pour nous en parler aujourd'hui. Écoutez, en attendant, l'interprétation que Dimitri Shostakovich donne du nez
de Gogol. Ici, c'est la scène nuit de l'acte 3, avec les solistes du théâtre musical de Moscou. C'est le moment où Kovaliev retrouve son nez que l'inspecteur lui a ramené. Écoutez. Майор Ковалев здесь. Вы изволили затерять свой нос. Так точно. Он теперь найдет. Что вы говорите? Каким образом? Странным случаем его перехватили почти на дороге. И паспорт давно был написан на одного чиновника. Где же он, где же он? И странно то, что я сам сначала принял его за господина. Но, к счастью, были со мной почти, и я тот же час увидел, что это был наш. Где же он, где же он? Я близорук, и если вы станете передо мной, то я вижу только, что у вас лицо, но ни носа, ни бороды, ничего не замечу. Да где он? Моя теща, то есть мать моей жены, тоже ничего не видит. Где же он? Где? Я сейчас побегу. Не беспокойтесь, я знаю, что он вам нужен. Принес его с собой. Но странно то, что главный участник в этом деле есть мошенник, цирульник на Вознесенской улице, который сидит теперь на снежной. Я давно подозревал его в пьянстве и воровстве. И еще третьего дня стащил он в одной лавочке портище пуговиц. Нос ваш совершенно таков, как был. Так он, точно он. Вы кушайте сегодня со мной чашечку чая. Alors, traduction en français pour ceux qui ne comprennent pas forcément le russe. André Markovitz, mon invité aujourd'hui, n'est malheureusement pas là pour vous faire la traduction. Vous écoutez bien France Culture, les chemins de la philosophie. On parle du nez de Gogol, en absence de mon invité, mais en présence du texte de Gogol. Donc voici la traduction de ce que vous êtes en train d'écouter. Donc l'opéra de Shostakovich sur le nez de Gogol. Lorsque le narrateur, le personnage principal arrive chez le commissaire, voici ce que Gogol écrit. Le commissaire reçut Kovaliev sans guère d'aménité et dit que le temps de la digestion n'était pas celui des enquêtes, que la nature elle-même avait fixé un petit repos juste après déjeuner, ce qui donna à savoir à l'assesseur de collège que le commissaire n'était pas sans connaître les maximes des grands sages de l'Antiquité, qu'un homme honnête ne se faisait pas arracher le nez et qu'il y en avait des masses, des majors de par le monde qui n'avaient même pas de pantalon propre et qui allaient traîner dans toutes sortes d'endroits malfamés. En plein dans le mille, il faut remarquer que Kovaliev était extrêmement susceptible. Il pouvait pardonner ce qu'on disait de lui, mais il ne pardonnait pas du tout ce qui avait trait à son rang et à son titre. Il supposait même que dans les pièces de théâtre, on pouvait laisser passer tout ce qui avait trait au capitaine, mais qu'on n'avait absolument aucun droit d'attaquer les grades supérieurs. L'accueil du commissaire le troubla tellement qu'il secoua la tête et dit avec un sentiment de dignité outragée, ouvrant un peu les bras, « Je l'avoue, après des remarques aussi blessantes de votre part, je n'ai rien à ajouter. » Et il sortit. Il rentra chez lui. Il sentait à peine ses jambes. La nuit était tombée. Après toutes ces démarches infructueuses, son logement lui fit une impression triste et sordide. Pénétrant dans le vestibule, il vit sur le divan de Moleskine usé son domestique Ivan, qui, allongé sur le dos, crachait au plafond, y atteignant le même endroit avec un art réel. L'indifférence de son laquais le jeta dans la fureur. Il lui frappa le front de son chapeau. « Sale porc, tu passes toujours ton temps à faire n'importe quoi. » Ivan bondit d'un coup et à toutes jambes se précipita pour lui ôter sa cape. Une fois dans sa chambre, le major, triste, épuisé, se jeta dans son fauteuil et après une série de soupirs finit par dire « Mon Dieu, pourquoi un malheur pareil ? Si j'avais été sans un bras ou sans une jambe, tout aurait été mieux. J'aurais même été sans oreille. C'est moche, mais c'est quand même plus supportable. Mais sans nez. Sans nez, un homme, c'est le diable sait quoi, un oiseau sans ailes, un citoyen sans droit, juste à jeter par la fenêtre.
ou si encore on me l'avait coupé à la guerre, ou dans un duel, ou si c'est moi qui en avais été la cause.